conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'acronyme du CAUE. Voilà, une petite structure départementale qui a vocation à promouvoir l'architecture, l'urbanisme, mais aussi le patrimoine. Voilà, donc des sujets qui sont en relation. Et donc cette année, nous avons choisi comme thème en matière de patrimoine le patrimoine abbatial, en considérant que le département du Gard, alors, on va dire de Pont-Saint-Esprit à Chartreuse-la-Valbonne jusqu'aux alentours de Aigues-Mortes, et aussi dans les Cévennes, est un territoire qui est riche d'une histoire monastique, une histoire médiévale qui est un peu oubliée, peut-être un peu dissimulée derrière l'histoire protestante, mais qui est particulièrement intéressante, particulièrement exceptionnelle aussi. Pour ceux qui étaient là pour notre première conférence sur Saint-Gilles, le professeur Hartmann nous a rappelé l'importance de Saint-Gilles et de ce territoire gardois à l'époque médiévale. Et donc ce soir, nous abordons donc le second sujet, donc l'abbaye de Psalmodie, voilà, qui pourrait être un Mont-Saint-Michel en Camargue. Voilà, qui pourrait être un Mont-Saint-Michel en Camargue s'il ne s'était pas évanoui. Voilà. Donc nous avons la chance d'avoir Patrick Florenceau qui travaille au Centre national des monuments historiques et qui est le spécialiste de cette abbaye, donc il travaille notamment sur toute l'archivistique, donc le cartulaire. Je pense que c'est un travail qui a débuté il y a quelques années, vraiment avec une patience. Alors, si je dis de bénédictaine, je vais me faire taper sur les doigts. Bon, peut-être que ce n'est pas la bonne congrégation. Donc, monsieur François, merci d'être là. Je vous passe la parole. On est ravis de vous accueillir. Merci bien. Oui, c'est un travail de même baleine, il y a 35 ans à peu près que je travaille sur le même sujet. Certains pourraient se lâcher, se lasser. Ça n'a pas été mon cas, parce que le sujet, lorsque dans la région on évoque le nom de l'abbaye de Psalmodie, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le principauté ecclésiastique, il ne faudrait pas aller si loin. Mais il est un fait que c'est un monument, c'est un centre religieux incontournable dans la région et qui a manifestement marqué toutes les époques. Alors quand je dis toutes les époques, parce que bon, ça reste mythique, l'abbaye de Psalmodie. Tout le monde est là. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il ne faudrait pas dire. L'abbaye de Psalmodie, qui est une abbaye du Seine, qui est créée par Charlemagne, sur lesquels on va trouver la tour Matafère d'Aigues-Mortes. Bon, tout ça, c'est des trucs qu'on a entendus, brûlés par les camisards, etc. Il faut remettre à plat toutes ces choses. S'il vous plaît, comment mettre en compte le passé? Remettre à plat, parce qu'on a un ensemble de mythes qui couvrent ce territoire. Alors déjà, le premier des mythes, c'est de parler du cartulaire de Psalmodie. Qu'est-ce que le cartulaire de Psalmodie? Lorsque j'étais jeune étudiant, on m'a dit attention, c'est une chasse gardée. C'est la fille d'André Chanson, qui était à cette époque-là, qui venait de prendre sa retraite aux archives départementales du Gard, qui a décidé d'en faire l'édition. Donc tu peux travailler dessus, mais tu ne prétends pas en faire l'édition. Madame Chanson s'en occupe. J'avais 22 ans, c'était en 82, parce qu'on m'a dit ça. Puis on m'a montré l'énorme corpus dont je me suis procuré le microfilm de transcription, donc d'actes, 650 actes à peu près, entre le 8e et le 18e siècle. Fatras, mais bien organisé, suivant une certaine thématique.
et qui n'était pas du tout un cartulaire. Parce qu'en fait, un cartulaire, c'est un registre que soigneusement les moines rédigeaient, constituaient de façon à protéger les actes qui servaient à établir leurs droits. C'est ça, même cartulaire. C'est quelque chose dans lequel soit on coupe les actes, soit on les transcrit pour les protéger. Sauf que, mon bon moine de l'abbaye d'Opsalmodie n'était pas aussi, on va dire, scrupuleux, et aussi, quoique, on y reviendra là-dessus, et ils n'ont pas constitué de cartulaire. L'introduction du fameux dit cartulaire d'Opsalmodie, qui est daté de 1683 précisément, dit que la chose est urgente, étant donné que les actes de l'abbaye de Psalmodie se trouvent dans des caisses à règle morte. Je vous dirai pourquoi elles se trouvent à règle morte à ce moment-là, et qu'il est urgent de transcrire ces actes de façon à ce qu'ils ne se perdent pas. En fait, c'est un petit peu de la poudre de perlimpinpin, c'est de la poudre aux yeux. Parce que je vais vous dire pour quelle raison. En 1683, je pense qu'on est chez les protestants ici, donc ça va 1683, si vous évoquez quelque chose, on n'est pas loin de 1685. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que non seulement on n'est pas loin de 1685, mais qu'on n'est pas loin aussi de la date de 1694, qui ne vous dit rien, mais moi qui me dis beaucoup. Et qui va vous dire beaucoup dans un instant. Lorsque Louis XIV envisage, après avoir petit à petit coupé toutes les responsabilités, écarté de tout pouvoir, de tout emploi, les protestants de la région, il a été question de faire le dernier combat contre les résistants. Ces résistants, on va proclamer en 1685 la révocation de l'édit de Nantes, ça c'est un acte fort, mais il faut lutter contre ces petits poches de résistance qui existent dans les Cévennes. Comment faire? Il faut qu'on installe un bastion contre ces récalcitrants des Cévennes. On est dans l'évêché de Nîmes, et cet évêché de Nîmes n'est pas assez présent sur place pour combattre les protestants. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer de toutes pièces un évêché, l'évêché d'Alès, 1694, et pour que cette érection d'évêché puisse se produire, il lui faut des revenus. Pour que ces revenus soient assurés pour construire la cathédrale et pour asseoir financièrement le chapitre de cet évêché nouveau, il lui faut des revenus. Et bien ces revenus, on les a en tête depuis quelque temps, on les a couchés noir sur blanc, ça va être les revenus de l'ancienne abbaye de Saint-Denis, qui est depuis 1538 sécularisée, qui s'est retranchée à l'intérieur des murs de la ville d'Aigues-Mortes sous forme de chapitre. C'est un petit chapitre collégial qui est installé dans l'église Notre-Dame des Sablons, et qui a d'énormes revenus. Et bien ces énormes revenus, on va en prendre une partie. Et c'est là que commence, c'est presque une affaire un petit peu de policière, c'est là le début de mon enquête. Et je me suis rendu compte que si on a rédigé ce texte, c'était pour retrancher des propriétés, des revenus pour fabriquer l'évêché de... Mais en fréquentant, et quand je dis je fréquentais, c'était assidûment pendant des années, les archives départementales et les pièces qui avaient servi de base, les originaux, qui avaient servi de base à la constitution de ce cartulaire, je me suis rendu compte que ce n'est que la partie, ces 650 actes, ne font que la partie émergée de l'iceberg des chartes de la ville de Psalmodie. Dans le cartulaire du Psalmodie, par exemple, quelque chose de très fascinant et qui va en surprendre beaucoup, c'est qu'il n'est jamais
question de sel. On vous a appris, vous avez su, tout le monde a classé depuis Fernand Benoît dans les années 50, on a classé Psalmodie parmi les abbayes du sel. Sauf que, si on reprend la chronologie des actes de Psalmodie, le seul texte qui parle de sel est un acte de 1174. C'est une donation faite par le comte de Provence à l'abbaye de Psalmodie. Et il donne dans ce texte ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'il va le donner définitivement. C'est une pension que ce comte, ce seigneur, donne à l'abbaye de Psalmodie de 143 litres de sel par an. Je sais bien qu'on prête aux riches, mais en fait, je ne vois pas une abbaye dont l'économie serait basée sur du sel avoir besoin d'une dotation annuelle en sel. Et cette donation est régulièrement, jusqu'à la veille de la Révolution française, cette donation du comte de Provence est régulièrement renouvelée. On continue de faire, et finalement, ce sont ce seront finalement les évêques et les membres du chapitre de Thalès qui vont récupérer cette pension du sel. Donc, c'est quelques mots pour justement pour vous dire qu'il y a pas mal d'incertitudes. Alors, on a brodé, on a dit par exemple le nom de Psalmodie. La Psalmodie, ça vient tout de suite, immédiatement, ça n'a rien à voir. In insula Psalmodiensi, Corbila, Abbas, Fundavit, Abbasiam, dans l'île de Psalmodiense. Il faudrait constituer un adjectif, Psalmodiensis, qui n'est pas du tout en rapport avec la psalmodie elle-même. Dans ce lieu, Corbila, un moine, dont le nom arrache un petit peu les oreilles, Corbila, c'est un go. N'oublions pas que lorsque l'abbaye va surgir, comme Saint-Gilles dont vous avez entendu parler il y a très peu de temps, lorsque Psalmodie surgit à l'intérieur des marécages, eh bien, on est encore dans un territoire go, ex-go. C'est là qu'étaient encore les Visigoths. Vous connaissez le nom primitif de Saint-Gilles, Saint-Pierre de Gossy. Vous connaissez Saint-Laurent d'Égouz, des Gotsia. C'est une fausse coupe, c'est ce qu'on appelle une fausse coupe. Vous connaissez peut-être, entre Aigues-Mortes et les Sainte-Marie, la Sylve Gaudesse. On est toujours dans les mêmes. On est ici à Ngozi. Eh bien, de ce mot, Corbila, crée, fait surgir sur un lieu, sur une éminence, au milieu de territoires en eau douce. En eau douce, pourquoi? Alors là, on est, la première mention de cette création, qu'on retrouve dans la chronique d'Uzès, est mentionnée à la date de 762, et les premiers textes qu'on va voir apparaître conservés sont des années immédiatement suivantes. On sait que Corbila, ce groupe qui a fondé l'île et l'abbaye va mourir en 780. Le plus ancien texte est la donation de prêtre, le prêtre Eldorébus, qui donne à l'abbaye de Psalmodie, parce que tout de suite l'abbaye va attirer les donations, donne en 788 une villa, la Villa Atassianica d'Assargue, que certains auteurs anciens ont placé à Aigues-Mortes, mais qui n'a aucun lien avec Aigues-Mortes, puisque cette fameuse église de Tassargue se trouve pratiquement sur le Limours, à la sortie lorsque vous sortez de Lunel, en direction sur la 113, Tassargue, c'était une villa gallo-romaine qui a été vue, si vous connaissez le coin, là où se trouvent aujourd'hui les portes de la mer, le grand supermarché. Et donc on voit cette création qui surgit. Alors, je vous dis, au milieu de marécages, pour passer à la diapo suivante.
un petit peu vite peut-être. Et je sais pas. Je voudrais oublier la suivante. Excusez-moi, je suis très surpris. Je voulais vous montrer la carte de Cassini. Non, c'était tout au début. Problème technique, je vais me prendre mon ordinateur et je suis bon. C'est bien quand même la technique, la possibilité. Alors, pendant que ça se met en route, les premiers textes de la vie les premiers textes de la vie de Psalmodie citent tous, d'une manière générale, la même phrase. Comment décrit-on, excusez-moi, comment décrit-on cette île de Psalmodie? Bien, c'est tout simple. Tous les premiers textes de Psalmodie réfèrent à Insula Psalmodiensis, in inter paludes, ubi Rhodanus, vitus visterque faciunt. Vous avez tout compris? Alors, voilà. Autrement dit, et en français, dans le texte, là, comment dire, c'est juste. Excusez-moi, c'est vraiment. Là. Alors, pour traduire disons ma citation, in inter paludes, au milieu des marécages, ubi vitus visterque faciunt, ubi Rhodanus vitus visterque faciunt, autrement dit, dans la zone in inter paludes, on est ici depuis la Camargue avec les étangs du Scamandre, du Charnier, etc., qu'on voit dans cette zone-là. On est dans la zone interpaludéenne, entre ici les contreforts des costières, ici les cordons littoraux, et on a la petite île de Psalmodie qui se trouve quelque part par ici. Voilà. Là, plus précisément, on le voit, in interpaludes, où se mêle où les eaux du Rhône, du Doubs et du Vistre se mélangent. Ici, ce sont les eaux du Rhône, du Doubs et du Vistre qui se mêlent, c'est que nous sommes dans un territoire absolument bien drainé par de l'eau douce. On n'est pas dans du salé.
Les eaux salées ne seront que... Alors là aussi, l'aigle morte n'a pas été construite avec la mer qui arrive à ce moment-là, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je suis très content, nous parlions tout à l'heure avec M. Cartou d'un groupe de recherche auquel je participe, et qui démontre enfin officiellement et suivant des techniques tout à fait récentes que le cordon de l'actuel bureau du roi existait bien au XIIIe siècle. On en a des exemples à ce bon, cette partie-ci, effectivement, est en eau, puisqu'on est largement ouvert sur la mer, est en eau saumâtre. Mais ces eaux-là sont des eaux saines, douces, et dans lesquelles on va installer. Alors, il y a des vestiges antérieurs à cette fondation, sur cette petite eau, on va voir un petit peu la forme de cette île de Samodine, mais c'est tout à fait contemporain d'une deuxième création royale qu'on a fait. Là, on n'est pas allé affecter cette création à Charlemagne directement, comme on va prétendre pour Samodine, mais on a fait remonter au roi Wamba, Ungo, la création de Sainte-Pierre de Gossy, autrement dit de Saint-Gilles, qui est ici. Deux grandes abbayes qui vont avoir pour but, non officiellement dit, on ne va pas dire comme ça, ce serait trop simple pour nous, mais de mettre en valeur tous ces territoires, et immédiatement, l'abbaye de Samodine va créer des filles qui vont... Alors, le territoire voilà ici une carte de 1725, qui est la carte de la baronnie du Kellar. On voit très bien ici la forme de l'île de Psalmodie, qui est déjà abandonnée, on est au XVIIIe siècle. Ici, voilà, on a sur les cartes actuelles, les cartes aériennes, là, la forme bien particulière, en forme de virgule du territoire de l'île de Psalmodie. Ici, nous avons le cours actuel du Vistre, le pont du Vistre, qui conduit à Saint-Laurent. Ici, nous avons la tour Carbonnière. Ici. On a le Vistre vieux qui passe ici, sous la tour Carbonnière, qui est ici, voilà, la tour Carbonnière. Et c'est ce système d'eau qui est, bon, avec... bien aujourd'hui, bien drainé, mais qui, à l'époque, est encore un milieu tout à fait amphibie. Tout à fait amphibie, à tel point, mais attention, c'est un milieu amphibie que l'on draine, que l'on maîtrise. Tant que, excusez-moi, c'est le mortel qui parle, tant que les Français ne sont pas arrivés, autrement dit, avant les Capétiens, la gestion des eaux de cette zone-là est confiée entièrement aux moines de l'abbaye de Samodie. C'est leur ressource. Et donc, ils vont tout faire pour utiliser ces grands espaces, pour les mettre hors d'eau et pour les entretenir et les cultiver. Soit sous la forme de pêcherie. Par exemple, on apprend ici que dès que les Français vont s'installer, bien entendu, ils vont nous faire un pont. Ici, le pont de la Carbonnière, on se sur la tour de la Carbonnière, c'est le pont de la Carbonnière qui passe au-dessus du cours naturel du Vistre, et que sous ce pont de la Carbonnière, eh bien, il y a des Saint-Laurentais qui ont eu le toupet d'aller pêcher, alors que la pêche est entièrement contrôlée par l'abbaye de Psalmodie. Donc, tous ces espaces sont entièrement drainés. 1184. 1184, le seigneur d'Anglas demande l'autorisation aux moines de Psalmodie de faire, à travers leur terre, pour arriver jusque dans ces barrages-là, où sont des terres dans lesquelles les moines acceptent que les habitants d'Anglas aillent faire paître leur troupeau. Le seigneur d'Anglas demande l'autorisation au moine de Psalmodie de constituer une route, mais qui va traverser les marécages. Que fait l'abbaye de Psalmodie? Eh bien, il dit, je suis d'accord, mais à la condition expresse que cette route
que vous voulez tracer en travers de nos têtes, outre le fait que vous allez devoir payer de petites taxes pour l'emprunter, que cette route soit constituée de telle sorte que les eaux puissent continuer de circuler et que l'on procède à la mise en place sous cette route d'ouverture d'une canne carrée. Une canne en largeur, une canne en profondeur. Une canne, c'est l'équivalent de 2 mètres. À peu près, la canne royale. Tout au long, si vous avez la curiosité d'aller visiter une nouvelle fois la tour Carbonnière, vous verrez que toute cette route est fondée sur des arbres pour que l'eau continue de s'écouler, pour que l'eau continue de aller un petit peu là où la déclivité pouvait se faire, et pour tenir ce lieu sain. N'oublions pas que nous sommes là, lorsque les moines vont s'installer ici, ils vont immédiatement attirer des moines. Claude de Turin parle au début du IXe siècle, dit que la communauté, alors on va penser que c'est la communauté complète de Psalmodie qui sur l'île, une communauté dépendant de l'abbaye de Psalmodie qui compte environ 500 moines. C'est énorme, c'est une des plus grandes communautés ecclésiastiques, monastiques qui existent dans notre région. Alors, bien entendu, les premières églises, la première église va se mettre en place ici sur le plus haut endroit de l'île de Psalmodie. On va le voir après ce que ça a donné par les fouilles. Et immédiatement, la communauté va essaimer. Psalmodie est une église abbatiale, mais avec des filles. Alors des filles qui ne sont pas très loin. La première, elle est ici. Elle se trouve, lorsqu'on en a vu avec Claude Renaud, on en a vu quelques-uns des vestiges dans cette zone. Ici, derrière le mas de Malabousque, cette église porte le titre de Saint-Clément. Et on la voit apparaître dans la littérature, dans les textes de l'abbaye de Psalmodie, dès l'origine. Saint-Clément, mais on va avoir d'autres, je vais me faire voir un petit peu. Voilà. Ça, c'est un petit peu le développement maximum de Psalmodie ici avec ses filles. Alors on voit qu'on va avoir des enfants, des filles ici très importantes, Jean VII, qui va figurer, qui va devenir un monastère à elle tout seul, une abbaye à elle-même. Ici on va jusqu'à Gap. Dans la zone immédiate autour de Psalmodie, on va avoir dans un premier lieu l'église. Alors ça c'est l'église de Saint-Clément, une église qui est au XIIe siècle déjà en ruine, mais dont on va pratiquer la restauration très rapide, parce que dans cette église se produisent des miracles, et notamment c'est une église qui est fréquentée par les gens de maître. Et puis on a, alors pendant toute la littérature, c'est assez ici c'est la ville des mortes, et ici on a 2 petites églises qui nous permettent de faire la transition et qui disent qui sont citées, ces 2 petites églises ne seront jamais restaurées, mais elles sont citées dès l'origine, Santa Agata et Santi Vincenti, Nuper a Saraceni destructe. Les 2 églises, les 2 cellulées, les 2 petites églises de Saint-Vincent et Sainte-Agathe, jadis détruites par les Sarrasins. Parce que cette première occupation de l'île à partir du 8e siècle, c'est tout à l'heure je vous parlais de 762, eh bien, va être interrompue brutalement aux alentours de 827 par les invasions sarrasines. L'île va être provisoirement abandonnée et désormais, l'entête, l'incipit de toutes les chartes de Psalmodie commence l'abbaye de Psalmodie, désormais recueilli dans le prieuré de Saint-Julien de Cornellan. Alors, Saint-Julien de Cornellan, on est allé chercher un peu partout.
certains imaginaient que c'était dans le Biterrois, bien loin, Saint-Julien de Saint-Julien de Cornillan, voilà l'abbaye de Psalmodie qui se trouve ici, vous avez Saint-Laurent-des-Gouzes, vous avez Marcillargues qui est ici, et Saint-Julien, je suis désolé, je tremble. Voilà. Vous avez donc Marcillargues qui est ici, Saint-Julien de Cornillan est ici, se trouve ici. D'ailleurs, la carte de Cassini porte encore le nom de Saint-Julien, Saint-Julien, ici. Mais ce Saint-Julien-là est politiquement et militairement à l'abri. Il s'agit d'un prieuré fortifié. Les textes, surtout les textes plus tardifs, excusez-moi, mais vous savez que cette zone-là a été particulièrement le lieu de rivalité assez âpre entre catholiques et protestants. Et les visites pastorales de Monseigneur Fléchier à la fin du XVIIe siècle rapportent comment les Massiargois, comme dans la Bible, les Massiargois qui étaient passés à la Réforme ont voulu se venger de l'abbaye de Psalmodie et ont détruit le fameux prieuré de Saint-Julien, un prieuré, nous dit la visite pastorale, un prieuré fortifié, détruit pierre par pierre jusqu'au fondement, et sur ces fondements on a jeté du sel. De façon à ce que, comme dans la Bible, ça disparaisse définitivement. Donc, nos moines de Psalmodie, au début du IXe siècle, abandonnent leur île pour se retrancher ici à Saint-Julien, entre le castrum de Lunet, qui est déjà fortifié, et la ville forte, elle aussi, de Marcillargues. Pendant environ un siècle et demi, 2 siècles, les moines vont rester installés ici. Et puis, finalement, la paix étant rétablie dans le royaume, eh bien, les moines de Psalmodie décident, au début du XIe siècle, de revenir dans leur église mère et vont construire à nouveau une nouvelle église sur les ruines de l'église précédente, l'église carolingienne qui avait été détruite, et ils vont même développer un petit peu cette église-là. Alors, on est au début du XIIe siècle et Psalmodie devient un enjeu économique important. Pourquoi? Parce que tout simplement, il devient la proie tout à fait privilégiée d'un grand ensemble conventuel et abbatial qui est Saint-Victor de Marseille. Saint-Victor de Marseille cherche à établir un monopole sur l'ensemble des établissements monastiques de la région, et il y a un grand procès qui va se jouer entre les abbés de Psalmodie et les abbés de Saint-Victor, et finalement, Psalmodie va recevoir du pape l'autorisation non seulement de rester indépendant de Saint-Victor de Marseille, mais en plus, et c'est quand même intéressant de savoir, même si on n'est pas dans la principauté qui était notée dans l'intitulé de cette intervention, l'abbé de Psalmodie reçoit le premier siège après l'évêque, c'est-à-dire en cas d'interruption à la tête du siège épiscopal, c'est l'abbé de Psalmodie qui va prendre les décisions à la place de l'évêque. Alors là, ça va être un petit peu Nobel. Parce que justement, à cette époque-là, quelques années plus tard, en 1054, la deuxième consécration de l'église, de la troisième église de Psalmodie, et puis on a un petit conflit de voisinage. Le territoire d'un seul tenant de Psalmodie, c'est ça, grosso modo. On va ici, voilà, on va remonter jusque-là. Là, on va remonter le long du Vidourle. On va englober Massiargues, parce qu'à cette époque-là, le Vidourle ne se jetait pas de donc, tous ces masses qui sont ici, Tamerlé, etc., sont sous la dépendance, ici, la dépendance de Marseille. Et puis, le territoire s'étend jusqu'au nord
territoire de Saint-Laurent-des-Gouzes, qui est une émanation de Saint-Laurent-des-Gouzes, une émanation de l'abbaye de Saint-Maudit, jusqu'à Émargues. Et là, on va avoir un grand conflit avec un établissement d'Émargues et une communauté à propos d'une des dépendances de l'abbaye de Saint-Maudit, qui se trouve être le domaine et l'église de Théian. Alors Théian, ça me dit peut-être quelque chose, aujourd'hui c'est sur le bord du Vidourle, c'est sur le territoire, entre le territoire d'Émargues et de Massiac. On y a trouvé peut-être des bains juifs, je ne suis pas si sûr de ça, mais enfin, c'est un énorme domaine qui s'étend depuis la rive du Vidourle jusqu'au pied de la ville d'Émargues, qui est ici. Alors, c'est là que naît un nouveau mythe, c'est que les moines qui sont à bout, ils sont en conflit, on sait, ils sont à bout d'arguments contre les Émargois. Qu'est-ce qu'on fait? On sait écrire, non? Et puis il y a un vieux parchemin qui porte un sceau de Charlemagne, et on va gratter un petit peu délicatement, comme ça se fait beaucoup à cette époque-là, on gratte le parchemin, et on écrit sur ce parchemin qui est authentique, qui est vraiment carolingien, un texte qui va dire et qui va prétendre que la tour Matafère dépend bien de l'abbaye de Saint-Maudit parce qu'elle est donnée par moi, le roi Charlemagne. C'est un faux manifeste, hein, alors là, qui est daté, quand on fait un petit peu d'études des textes et d'épigraphie, non, c'est pas l'épigraphie, de paléographie, c'est un morceau de gravure que ce morceau-là, parce que c'est un faux, plus faux que ça, comme dirait l'autre, tu meurs. Et pourtant, des générations d'historiens l'ont pris pour argent comptant. Et c'est là qu'on mentionne cette fameuse tour Matafera, la tour depuis laquelle, c'est une tour de guet, depuis laquelle on peut chasser, ferrae, les bêtes sauvages, en latin. Matafera. Cette tour Matafera, dont on a prétendu qu'elle était l'ancêtre de la tour de Constance qui se trouve ici, eh bien, cette tour Matafera se trouvait quelque part par, attendez, j'ai mon Émargue ici, j'ai mon Kellar qui est par là, c'est entre les deux, à mi-chemin entre les deux, sur les terres de l'abbaye de Saint-Maudit. Cette abbaye va vivre, bien vivre, elle va se développer au début du XIIe siècle, elle se lance dans des grands travaux de construction. On va créer une abbatiale gothique. On a passé le moment, et à la fin du XIIe siècle, des grands travaux commencent. Alors c'est très très particulier parce que vous allez le voir c'est ce qu'ont révélé les Américains qui ont fouillé à Saint-Maudit entre 70 et 1970 et 1980, 90, quelque chose comme ça, et qui ont révélé, avec de temps en temps, je le fais juste pour vous le dire à personne, ce sont des archéologues américains. Donc au départ, c'est Whitney Stoddart était un professeur, et qui est décédé, était un professeur d'histoire de l'art. Donc ceux qui l'intéressaient, c'était surtout les chapiteaux gothiques. Donc ils n'ont pas pris toutes les précautions qu'on prend aujourd'hui quant à la stratigraphie et à l'étude des diverses couches où se trouvaient. Mais ils ont mis, les Américains ont mis au jour un système qui est assez extraordinaire. C'est que la nouvelle église a été construite au-dessus de l'ancienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas détruit la première église, la seconde église qui était sur l'île. On a construit autour une église monumentale, 35 mètres de large, 70 mètres de long dans les plans, une trentaine de mètres en hauteur. Malheureusement, là, les moines de Saint-Maudit voyaient un petit peu l'arc, à tel point que, étant donné que on est au début du XIIIe siècle, les Français s'installent. Louis IX, qui est un grand bonnet, je vous l'ai dit, décide pour des raisons multiples et variées, de construire sur le rivage des étangs un port, aménager un port. Le port existe déjà, puisqu'on le connaît dans les textes un petit peu.
Mais il a besoin de créer à côté de ce port, un donjon, un château et une ville. C'est ce qu'il va faire. Pour ce faire, il va récupérer le domaine primitif de Psamodie est un domaine royal, de même que le domaine primitif de Saint-Gilles. Eh bien, étant donné qu'on ne peut pas s'acheter ce qui appartient à ce qui nous appartient, le roi va procéder par échange. On va enlever aux moines, alors c'est les textes sont suffisamment clairs pour définir le territoire primitif de la ville d'Aigues-Mortes. Le territoire primitif qui est pris aux moines part d'ici, longe ici le cordon littoral. Ici, il va englober l'église Saint-Clément dont je vous parlais et redescendre ici. C'est sur ce petit bout de terre, sur cette véritable langue de terre que Louis IX va s'installer. Et très vite, il va mettre en place un cours d'eau, ici, qui va lui permettre de rejoindre ce qu'on appelle le Rosenal, qui va lui permettre de relier la ville au Petit Rhône, construction qui remonte en 1248, qui sera prolongée entre 1248 et 1255 par un petit cours d'eau ici, la Grande Roubine, qui rejoint le cours inférieur du Vistre et du Migoul, qui à cette époque-là se jette dans l'étang du Migoul. Ce que les Français n'ont pas compris, c'est qu'en créant ces cours d'eau, ils ont complètement bouleversé l'équilibre écologique de la région. Et on a des textes, des procès à partir de 1280, où les moines de Psamodie, 1282, 1286, où les moines de Psamodie, alors ce sont des textes qui sont très charmants, parce que on sent la terre ou la vase, puisque les moines de Psamodie et leurs ouvriers étaient chargés d'arracher et de détruire les roseaux qui avaient tendance à proliférer à l'intérieur de ces cours d'eau, roseaux qui gênaient à la fois la pêche et la libre circulation des eaux. Bouscailler, civet, Vispaillaret, Beauzarn, arracher ou détruire les roseaux qui empêchent la circulation de l'eau. Et à partir de là, c'est le cataclysme qui va s'abattre sur la ville de Psamodie. Les eaux ne courent plus. 1346, les voies sont complètement altérées, au point que la ville qui connaît une famine ne peut pas être alimentée par les blés qui viennent du nord de la Camargue, et donc on trouve que cette zone-là devient vraiment malsaine, parce que l'eau ne court plus. 1434, le mot est lâché. Après l'épisode sur lequel je ne m'attarderai pas, des Bourguignons des Aigues-Mortes, on apprend que les archives de la ville ont été détruites et qu'il va falloir ramener les gens ici qui se plaignent d'attraper des fièvres à cause du mauvais air. Malé aérum, qui a donné en français malaria. C'est simplement à partir du début du XVe siècle qu'on voit apparaître dans cette zone qui jusque-là était une zone attractive, une zone qui devient répulsive. Et là, ça va être la catastrophe pour les moines de Psamodie, qui vont être obligés d'arrêter, toute construction, vous allez voir, et deuxièmement, pousser un siècle plus tard, ces abbés de Psamodie à demander, pas pour le roi, la sécularisation. Autrement dit, ils ne sont plus des moines, ils sont des clercs en vie. Ils rentrent dans le monde, ils deviennent ils constituent un chapitre paroissial à l'intérieur de la ville, et on laisse quelques moines dans une abbaye qui va servir très très rapidement. Alors là, ce ne sont pas les camisards, les camisards, c'est la faute dans les mêmes que je fais. Les camisards n'ont fait que
brûler ce qui restait de l'abbaye de Saint-Denis. Mais en fait, dès la fin du XVIe siècle, et ça on le voit, je vous donne ici, par exemple, nous avons cette somptueuse carte, si vous avez l'occasion de la voir, elle est aux archives départementales du Gard. C'est une grande carte qui fait à peu près 2 mètres de long sur 1,80 m de large, qui est sur velin, aquarellé, que je date des alentours de 1675, 1680, malheureusement il n'est pas daté mieux que ça, qui vient d'être restauré et qui a été exposé aux archives départementales l'année dernière, ou l'année d'avant, et qui montre notre fameuse, ici, île de Psalmodie, déjà en ruine. Il ne reste plus qu'une arche et la tour qui était placée à l'entrée de l'abbaye, qui servait de porte à l'entrée de l'ensemble monastique. Déjà, à cette époque-là, la ruine de Psalmodie a commencé, et ce sont les habitants d'Aigues-Mortes et de celle de Rendez-Vous qui vont, vous voyez ici ce dont je parlais tout à l'heure, hein, les arches sous la route d'Aigues-Mortes, hein, ici aussi, et Psalmodie va devenir une carrière. Alors, le devenir de cette abbaye va être amplifié, et puis on va en perdre un petit peu la mémoire, puisque je vous ai dit, là, elle commence à devenir un lieu d'une carrière, véritablement une carrière. À partir de la fin du XVIIe siècle, on transfère les moines à Alès pour aller combattre les Cévenols, les protestants cévenols, et, juste au retour du bâton, en 1704, un des derniers faits des camisards de la région, et d'avoir la tradition dit punit 2 jeunes filles catholiques et les forcer à mettre le feu à ce qui restait de l'abbaye de Saint-Denis. Alors, à partir de là, il y a eu beaucoup de rêves, beaucoup d'émotions, parce qu'il faut s'imaginer cette immense église au milieu des marécages, c'est tout plat. La différence maximale sur l'île, c'est à peu près 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Hein. Donc c'est vraiment, il faut vraiment voir qu'il s'agit d'une île, il faut le savoir. Mais ce qui reste, et ça reste encore en place, c'est ce qui est resté pendant des années visible. Alors moi, l'anecdote a été rapportée dans la presse, mais c'est vrai que ma grand-tante était là et que pour caler la porte du poulailler, il y avait une grosse pierre, elle était gelée comme tout. Je l'ai tournée, c'était j'habite au 13e. Pas la même, c'est dans la famille, il m'a fait. Et donc, on savait qu'il restait, on savait par les textes. Alors les textes, on a un inventaire, notamment un inventaire de 1492, qui nous désigne l'ensemble des pièces, des bâtiments qui sont construits sur l'île de Psalmodie. Nous avons 2 églises. On ne voit plus que celle-ci, avec le mur sud de l'abbatiale, la grande abbatiale. Il y a 2 églises, Saint-Pierre et Sainte-Marie. Ce n'est pas... on a pensé, au départ, on pensait que, étant donné qu'il y avait une abside et 2 absides, que c'était chacune des absides qui avaient été dévolues à un seul. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, les textes désignent bien distincts l'église Notre-Dame, Sainte-Marie du Grès, qui est certainement un petit peu isolée. Ça arrivait souvent, à cette époque-là, d'avoir plusieurs églises sur le même espace. On nous parle d'un secrétarium, on nous parle d'un dormitorium, un endroit où vont dormir les moines. On nous parle de l'hôpital. Il y a un hôpital avec un infirmier qui a des réserves pour faire venir une famille. Vulgairement, on a des bâtiments qui sont des granges qui doivent contenir, et qui contiennent encore, des réserves en nourriture et des outils. Des outils pour travailler la terre, mais également des outils pour la pêche. On a un certain nombre, et on a défini tout ce qui sert à pêcher, c'est un épervier, les rasales, les éperviers, les hameçons, les fichures, etc., tout ce qui sert
à pêcher dans cette zone-là, était maintenue, avec l'inventaire également de la totalité, malheureusement disparu, de la bibliothèque. Il faut s'imaginer la totalité donc, de cet espace entièrement colonisé par les vivants et les morts, puisqu'autour de l'église, côté nord désormais, mais qui a l'église surplombe plusieurs strates de tombes, on a un monde des morts et un monde des vivants qui s'étendent tout autour de ce mur. Alors, par un arrangement tout à fait privé, les Américains ont commencé à fouiller sous la direction du ministre d'Art et on a commencé à trouver des choses assez intéressantes qui prouvaient la haute antiquité de l'occupation de Psalmodie, puisqu'on a découvert ce chapiteau qui est un chapiteau antique avec des feuilles d'acanthe et ce fragment de sarcophage qui est très caractéristique du IVe siècle avec ses strigies et qui montre un personnage, c'est probablement l'arrestation du Christ. On voit un personnage qui est tenu par deux personnages sur les côtés. Il est possible que ce soit l'arrestation du Christ. Mais ce qui a été le plus intéressant, c'était de, enfin, connaître la destination et l'organisation des églises de Saint-Louis. Alors là, on a les deux premières églises. Dans la partie nord, ici, caractéristique de l'architecture romane carolingienne, une église achevée plat par une sorte de clin d'œil. Si vous allez à Aigues-Mortes, l'église d'Aigues-Mortes est également, alors qu'elle est gothique, plus tardive, elle est à l'ancienne, avec un chevet plat, mais là c'est parce qu'elle doit s'inscrire dans un module du cadastre de la ville. Mais là on est dans un système avec une petite église, relativement petite, avec des absidioles, une petite abside et des absidioles sur les côtés, et c'est cette église qui est la fondation de notre abbé Cornudin. Lorsque les moines reviennent, on a des traces, on a découvert des traces de brûlures tout autour de ce site, on a trouvé aussi des cadavres et des traces d'incendie. On a une reconstruction, et devant cette construction, une sorte de tour qui a peut-être servi de narthex, on ne sait pas trop, et devant une autre construction. Les fouilles, à la fin du XIIe, on va avoir cette construction qui va englober, je n'ai pas pris la route. Voilà. On voit ici, donc, l'église primitive, avec sa tour au devant, ici comme les deux voir, qui est englobée par l'église gothique, qui est installée tout autour. Alors, les vœux des moines étaient, vous voyez, c'est quand même assez là, tronqué, mais normalement, le mur nord qui est ici correspondait au projet initial, qui englobait complètement l'église primitive, et ce n'est que lorsque l'église nouvelle a été achevée, ou presque, on a arrêté, là, malheureusement, on n'est pas allé plus loin, on a été obligé de restreindre les prétentions plus dessous, ça arrive malheureusement, et bien, à ce moment-là, on a détruit l'église du départ, ici en rouge, on l'a détruite pour donner naissance à une église beaucoup moins prétentieuse, avec sur le côté nord une sorte de salle qui était prévue pour accueillir les pèlerins et les visiteurs. Là, c'est le monde ici le monde des laïcs. Un petit peu plus tard, on a construit au pied, à l'ouest, on a le nord ici, à l'ouest de l'église nouvellement construite, un cloître avec des dépendances, et nous avons ici les cuisines de l'abbaye de Psalmodie avec le four qui est encore visible. Il y en a une partie qui a été conservée, qui est juste derrière, qui est dans les constructions actuelles.
c'est la totalité de ce qui a été fouillé par les voit, ça c'est ici on a la cuisine avec ici un four, ici un puits et un système de canalisation des eaux qui est assez complexe et qui permettait aux moines d'avoir des sanitaires. On a retrouvé on appelle ça les bains des moines et des conduites d'eau, donc il y avait quand même, ces moines avaient une certaine canalisation. Ici, c'est la galerie, le cloître qui est fin 13e, début 14e siècle. Voilà donc. Alors, les Américains ont beaucoup travaillé sur ce lieu, ont mis à des évidences que les textes avaient déjà sorti, et au fur et à mesure, parce que, étant donné que voilà, maintenant on passe à une phase de restitution, ont commencé à restituer ces différents monuments. Alors ça, ce sont des vues, des 3D qui ont été publiées sur Internet. Je les ai récupérées sur Internet, donc, mais qui m'ont été confiées, une partie m'a été confiée par Brooks Stoddard cette fois-ci. Alors ici, on a l'église primitive, la plus ancienne église, qui est d'époque carolingienne, avec son développement qui est de la fin du XIe siècle. Voilà. Ici, un premier cloître qui maintenant n'est plus visible puisqu'il se trouve sous la ferme. Ici, on a la construction, le début de la construction de l'église du XIIe siècle qui englobe l'église primitive et puis finalement dont les travaux vont voilà, les Américains ont baptisé cette église intermédiaire. On supprime l'église primitive pour donner naissance à un cloître et on obtient ce nouvel ensemble monastique qui, il faut s'imaginer, il faut voir ça au milieu des marécages, c'est quand même assez extraordinaire, avec ici une autre vue de ce monument. Voilà, donc on sait maintenant depuis peu à quoi ressemblait cette fameuse abbatiale de samedi, ce qu'on ne sait toujours pas, et que j'aimerais bien avoir quand même de savoir un petit peu. C'est tout ce qui se passait à côté. Parce que, à l'emplacement de la ferme actuelle, il y avait, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, il y avait le logis de l'abbé. Il y avait d'autres bâtiments qui conservent, et qui vont encore pendant très longtemps, très certainement, conserver tout leur mystère et qui va permettre aux générations futures d'historiens comme moi, qui vont toujours continuer de se passionner pour et le samedi et pour ses sources, une infinité de travail. Je vous remercie, j'étais peut-être un petit peu long. Je vous remercie. Vous avez des questions? Oui. Quelle était la lien entre Sarguerie et l'abbaye de Courbevoie? Oui, au départ. On a des liens qui sont établis. Alors, on a des petits liens, il me semble, que les amis, avec Saint-Romain de l'Église. Vous savez, qui est à Beaucaire, c'est une fille, vous savez. On a tout un ensemble. Et ensuite, on a Franck Cabalis, le terrain de départ de son vie, puis ensuite, il y a eu la construction de l'abbatiale qui était complètement indépendante, qui est devenue indépendante. Et on a un ensemble de territoires qui dépendent de la ville, qui montent très loin, jusqu'à Saint-Gilles. Les terres sont véritablement limitrophes. Et elle va être, Saint-Gilles va être un petit peu enlacée par ces églises-là, parce que ce dont je vais parler. Désolé, je ne suis pas là. Voilà. On a tout un ensemble, puisque c'est quand même le but de l'ensemble des
interventions que vous avez, on a tout un ensemble d'espaces religieux, d'espaces qui sont confiés à des congrégations. Alors, on a Franck-Revaux qui va se trouver dans cette zone-là, on va avoir Saint-Gilles qui est ici, là, on va avoir, et c'est pour ça que, alors là, je vais vous raconter une anecdote, j'adore cette anecdote. Lorsque Louis IX vient s'installer ici, la frontière entre la France, qui est de ce côté-ci, et le Saint-Empire romain germanique, c'est le Rhône. Alors le Rhône actif, excusez-moi je tremble, mais voilà, il faut me suivre, le Rhône actif, il est là. Ce qui veut dire que cet espace-là n'est pas français. Ça dépend du côté de Provence. Or, ici, vont s'installer les Templiers. On a, alors là, si vous allez vous mordre, on va vous dire que Notre-Dame des Sablons remonte, c'était au début, l'église de branchage qui est mentionnée pour la première fois en 1174. Non, 1174, oui, c'est le prieuré des Templiers qui se trouve ici, mais qui n'est pas en France. Et puis, il se passe une anecdote qui est savoureuse. C'est qu'un jour, les habitants des Sainte-Marie, qui se trouvent ici par là, ont besoin d'un accès à de l'eau potable du Rhône, qui soit au-dessus de l'estran. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une petite brèche à ce niveau-là. Sauf que c'est dans cette petite brèche que le Rhône va s'engager et que désormais, ce qui tenait lieu de Rhône, de séparation ici, ne l'est plus. Donc il a fallu que François Ier impose ses conditions en disant c'est le Rhône qui fait la limite entre la France et l'extérieur, donc on repousse les limites du royaume de France ici. Voilà, le Languedoc s'est agrandi de quelques espaces. Alors, on a ici, au Moyen-Âge, donc on a ici Saint-Maudit, avec ses dépendances, Sainte-Agathe et Saint-Vincent, Saint-Clément. Ici, on a des terres et des dépendances qui dépendent aux Templiers. Ici, dans cette zone-là, par ici, dans cette zone-là, on a un ensemble d'établissements qui dépendent des hospitaliers de Saint-Jean, qui sont installés à Saint-Gilles également. Donc on a un ensemble, ici et ici, là, pardon, il reste un petit morceau, qui était entre les mains des hospitaliers de Saint-Christophe, qui a été récupéré par Blanche de Castille pour arrondir le territoire de... Donc on a d'autres hospitaliers qui sont ici. L'enchevêtrement des droits ecclésiastiques sur cet ensemble de territoire a fait que, bien entendu, c'est là que la rébellion des protestants a été très vive. On était complètement entre les droits qui se chevauchaient dus à une abbaye, à une celle-là ou à autre. C'est là que la Camargue protestante s'est libérée de ce joug qui était... Après, il y a le sel. Le sel, vous en parlez, le sel ici, le sel il existe, alors on parle de très haute antiquité, je n'ai pas d'attestation antérieure au début du XIIIe siècle. Et lorsque les salins apparaissent, ils n'appartiennent pas aux abbés de Saint-Maudit, ils appartiennent aux seigneurs d'Uzès et des Marnes. Ils n'appartiennent pas. Là aussi, attention, c'est le roi qui a conféré les revenus de ces salins à un seigneur d'Uzès et des Marnes qui est son vassal direct. Lorsque il sera question de récupérer ces salines, et ça va se passer, non pas sous Chalut, mais sous Philippe le Bel, en 1291, le roi va faire pareil que son grand-père, c'est-à-dire qu'il va récupérer les salins et il va donner au seigneur d'Uzès et des Marnes l'équivalent en droit de péage sur des péages qui sont sur le Rhône. Ce qui montre bien que ce n'est pas une propriété privée. Ces salaires dépendaient de quelqu'un d'autre que les moines. Et les moines, eh bien, qu'est-ce qu'ils font au XIIIe siècle? Au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, ils commencent à se préoccuper de faire des salaires. Parce que le roi a... Vous parlez tout à l'heure des problèmes de l'eau, de la gestion de l'eau.